Règle 30, le podcast Numérama présenté par Lucie Ronfaux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Comme l'a dit Marie, je suis vraiment ravie. C'était un peu un test et je vous avoue que j'avais un peu peur qu'on soit 4. Donc on n'est pas 4. Bonne nouvelle. Donc moi je m'appelle Lucie Ronfaux, je vais parler 2 minutes pour introduire le sujet et ensuite je vais laisser parler mes invités parce que c'est quand même pour elles que vous êtes venus. Donc moi j'écris Règle 30 qui est une newsletter qui parle de culture en ligne et de nouvelles technologies avec un point de vue inclusif et féministe. Et quand on s'était posé la question avec Marie du premier sujet de la rencontre, on a un peu réfléchi à quel pourrait être un sujet un peu concernant entre la tech et la société, qui sont un peu les sujets qu'on aime aborder avec Règle 30. Et on a tout de suite pensé au filtre à selfie. Déjà parce que moi dans ma newsletter j'ai pas mal écrit sur le sujet, soit dans ma revue de presse, soit dans la partie édito, en s'interrogeant un peu sur les aspects éthiques de ces fameux filtres. Et puis aussi parce qu'en fait j'ai eu pas mal de retours de lecteurs et de lectrices, et surtout de lectrices en fait, j'utilise l'inclusif mais c'était clairement les lectrices que ça inquiétait, qui me disaient être un peu désemparées face à cette mode. Alors pour les gens ici qui connaîtraient pas trop ce que c'est ces filtres, donc les filtres à selfie c'est des options qui se sont vraiment généralisées en quelques années sur les réseaux sociaux. Donc je parle des réseaux sociaux de l'image, TikTok, Instagram, Snapchat, qui les a popularisés. En gros, ce sont des programmes qui permettent de modifier l'apparence du visage en photo ou en vidéo. Donc ça peut soit être une modification amusante, les petites oreilles de chat au-dessus de la tête par exemple, ou ça peut être des modifications d'amélioration, je mets des gros guillemets et on va voir pourquoi, où on est maquillé, on retire nos cernes, etc. Et ça inquiétait beaucoup mes lectrices qui me disaient, et à juste titre, est-ce qu'on n'est pas en train en fait d'automatiser les normes de beauté de notre société qui, comme on le sait, sont injustes, elles sont grossophobes, racistes, sexistes, plein de choses. Et en gros, est-ce qu'on n'est pas en train de construire un futur où on oublie qui on est ? On oublie un peu notre matérialité physique, notre vrai visage, mais même aussi plein d'autres choses, parce qu'on va le voir, ces modifications numériques, elles ne concernent pas que le visage, elles concernent aussi la voix. Et voilà. Donc, pour parler de ce sujet, j'ai invité 2 expertes. Je suis vraiment super contente qu'elles soient là parce que j'aime beaucoup leur taf et je pense qu'on va avoir une discussion vraiment passionnante. Donc, je commence avec Jennifer Padjemi, qui, comme moi, est journaliste indépendante et elle est autrice. Ton travail s'intéresse aux phénomènes socio-culturels et comment ils influencent nos modes de vie. Ça te va comme oui, très bien. Résumé. Bonsoir. Et surtout, pas que surtout, et aussi Jennifer est autrice, elle a écrit 2 essais. Le dernier s'appelle justement Selfie, il est sorti en mars aux éditions Stock, et il s'intéresse à toutes les manières dont le capitalisme contrôle nos corps. Et donc du coup, ce livre parle notamment du selfie, de l'acte de se photographier et de ce que ça veut dire. Nadia Gawaou, tu es chercheuse doctorante spécialisée dans les neurosciences affectives. Là, c'est le moment où je regarde mes notes parce qu'il y a beaucoup de mots compliqués et je ne veux pas me tromper. Tu travailles au sein d'équipes du CNRS et de l'INSERM. Et tu es notamment doctorante invitée à l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche et coordination acoustique-musique. Et si je t'ai invitée, c'est parce que tu mènes actuellement des travaux sur l'utilisation de technologies de transformation de l'émotion dans la voix. Alors moi, j'ai envie d'appeler ça des filtres vocaux, mais on verra que c'est pas tout à fait aussi simple. Mais voilà, le travail de Nadia va nous permettre de voir que ces modifications numériques, ça commence par le visage, mais ça va sans doute pas s'arrêter là, quoi. C'est ça. Super. Merci Lucie. Écoutez, on va commencer, je vais enfin me taire. Je vous propose pour commencer cette discussion, moi je pense qu'avant de parler des filtres à selfie, il faut parler des selfies en fait. Il faut parler de cet acte de se photographier, de se regarder dans nos smartphones, qui est un truc qui, il y a 15 ans, paraissait complètement absurde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle de quand j'avais un Skyblog, je prenais mon appareil photo que je retournais péniblement sans me voir. De nos jours, on a tous des smartphones dans la poche, on peut se voir. Jennifer, toi, dans ton essai, le 3e chapitre s'intitule « La vie pixelisée » et il est consacré justement à cet acte de la photo et de la mise en scène dans la photo. Et tu as une métaphore que je trouve super intéressante qui est, tu compares l'utilisation de la caméra selfie de ton smartphone à celui de ta mère qui utilise son miroir de poche pour retoucher son maquillage, pour voir son apparence. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que c'était important pour toi de parler de cet acte de se photographier ?
Je pense que ce chapitre était essentiel parce que, avec un titre comme Selfie, à un moment donné, j'étais obligée de parler de cet acte. Mais au-delà de ça, en fait, toutes les personnes que j'ai interviewées pour le livre, à chaque fois, la photographie, enfin, l'acte de se photographier ou la photo qui circule pas mal en ligne revenait dans les conversations. Et à chaque fois, il y avait un moment de doute sur le fait que c'est à partir d'une photo qu'elles ont vu, qu'elles ou ils, mais beaucoup de femmes ont vu d'elles dans un groupe WhatsApp ou en ligne, qui les faisait vraiment réfléchir sur leur apparence physique. Et donc, d'un coup, elles se sentaient complexées, elles avaient l'impression d'être trop grosses, de pas être assez, le profil qui est toujours dérangeant. Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est le nez, la corpulence, la posture, beaucoup. Et est-ce que on voit mon acné ou pas, ou des imperfections. Et donc à partir de là, je voyais en fait qu'il y avait quand même un sujet redondant. Et donc j'avais envie d'explorer cette manière qu'on a aujourd'hui de toujours prendre tout en photo, parfois pour le plaisir, mais aussi pour une forme de performativité en ligne où il faut toujours expliquer où on est, qu'est-ce qu'on fait, avec qui, pourquoi, comment, etc. Et donc ce qui apparaît comme quelque chose de peut-être anodin devient très vite une forme d'obligation à le faire au quotidien. Et une forme de communication aussi, j'ai l'impression. Oui, c'est une forme de communication parce que ça permet aussi d'avoir des interactions avec les personnes qui nous suivent. Et dans ce que tu dis sur cet exemple du miroir de poche qu'utilisait ma mère, alors je parle au passé parce que j'ai l'impression que c'est aussi revenu beaucoup chez des personnes plus âgées où elles-mêmes ont perdu en fait cette habitude de sortir ce miroir de poche parce que vraiment, le téléphone portable, notre smartphone, fait partie de notre vie comme une extension presque de nos mains. Et donc, je pense que ça vous est sans doute déjà arrivé. C'est cette manière de vérifier est-ce qu'on a quelque chose dans l'œil, est-ce que avant un rendez-vous je suis toujours impeccable ou est-ce que j'ai quelque chose dans les dents. Donc plutôt que de se regarder dans un miroir, alors de poche ou aller aux toilettes, on va prendre son smartphone, on retourne l'appareil photo en mode selfie et là on vérifie si tout va bien. Sauf qu'en fait quand on réfléchit, on se dit alors oui peut-être tout va bien, mais en réalité, c'est pas vraiment mon visage parce que c'est un reflet en fait très pixelisé de moi-même. Et donc, comment la personne dans la vraie vie va me percevoir ne sera pas similaire à ce que justement ce téléphone me renvoie. Et donc, en fait, on a presque une image déformée sans utiliser de filtre parce que en soi, l'appareil photo d'un smartphone est un filtre. Alors c'est intéressant que tu parles de la perception des autres parce que toi, Nadia, dans ton travail, donc tu t'intéresses plus à la voix qu'à la photo, mais je pense que tu explores une notion qui concerne en fait ces deux sujets, qui est comment les émotions sont un élément essentiel dans la communication entre deux personnes. Donc typiquement, l'apparence de mon visage va dire quelque chose sur ce que je veux vous communiquer, si je suis contente, pas contente, et la voix pareil. Cette voix que j'ai actuellement devant vous n'est pas ma voix en temps normal. J'appelle cette voix la voix Lucie Podcast, pour info. C'est mon alter ego qui parle de manière assez intelligible. Et donc, il y a cette notion d'information émotionnelle, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? C'est ça. En fait, les émotions, on le sait, c'est pas scoop, sont particulièrement importantes chez les êtres vivants. Et en fait, leur expression, donc que ce soit au niveau de mon langage corporel, des expressions donc faciales sur mon visage, des expressions vocales qui sont plus l'objet de mon travail, vont être observées par une certaine discipline qu'on appelle la psychoévolution, une discipline de psychologie qui est un terrain psychoévolutionniste, qui observe en fait ces expressions comme des signaux. C'est-à-dire comme des manifestations comportementales qui vont informer autrui au sujet de mon état interne. Donc vous, en tant qu'interlocuteur, vous pouvez inférer mes états émotionnels via ce que je montre de l'extérieur par mon visage et ma voix. Et ce caractère de signal, en fait, c'est quand même le fruit d'une longue évolution et il permet en fait de communiquer des informations
supplémentaires, donc dans le discours, des informations en plus par rapport à la sémantique des mots que je vais choisir. Donc si je me fais, j'essaie de faire un exemple parce qu'en plus j'ai un peu mal à la gorge, donc ma voix est un peu altérée, mais en gros si j'essaie de choisir une phrase neutre comme demain j'ai rendez-vous avec Bastien, selon que si je vous le dis de cette manière, demain j'ai rendez-vous avec Bastien, ou demain j'ai rendez-vous avec Bastien, et si je suis une plus ou moins bonne actrice, normalement, ce que vous allez percevoir de mon rapport à Bastien, de mon attente par rapport à ce rendez-vous, ne sera pas la même. Donc on a un véritable canal supplémentaire d'information et de communication qui est ce canal qu'on appelle paralinguistique. Et pourquoi on parle de ça ce soir? Ce qui est hyper intéressant, c'est que ce caractère de signal qui est en fait le fruit d'une longue évolution, il est en quelque sorte un peu menacé depuis ces dernières années par l'apparition de la possibilité de modifier ou de créer algorithmiquement des émotions, que ce soit dans la voix et dans le visage. Donc on assiste un peu à la possibilité d'externaliser nos émotions dans un outil et quelque part à la possibilité de gagner un contrôle inédit sur nos émotions. Alors justement, ces outils, on va commencer à en parler. Ils existent depuis un certain nombre d'années. Typiquement, les filtres à selfie, ça ne date pas de la semaine dernière. Mais on a vraiment assisté à une accélération de ces outils. Et notamment, il s'est passé un petit truc en 2020. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est la pandémie de Covid-19 qui a fait que du jour au lendemain, on s'est toutes et tous, la plupart d'entre nous, en tout cas, se sont retrouvés confinés chez nous. Et pour celles et ceux qui avaient un travail qui pouvait être numérisé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut le dire quand même, on s'est retrouvés à être beaucoup plus sur notre ordinateur pour faire des choses qui auraient dû être faites dans la vie physique. Typiquement, les réunions qui auraient dû être faites dans une salle de réunion ont été faits sur des logiciels de visioconférence et notamment le fameux Zoom. Alors il n'y a pas que Zoom, mais la raison pour laquelle je parle de Zoom, c'est que Zoom a beaucoup été utilisé pour dénoncer un phénomène qui s'appelle la dysmorphie Zoom, qui a été théorisée par une dermatologue américaine qui s'appelle Shadi Kourosh et qui parle en fait du fait que quand on fait une réunion sur Zoom, non seulement on voit les autres, en fait, on se voit soi aussi. Alors, sauf si on désactive le retour de la caméra, on est un peu confronté à son visage constamment. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, vous voulez parler un petit peu de ce concept de dysmorphie Zoom. Je sais que tu en parles un peu dans ton livre, Jennifer. Oui, la dysmorphie Zoom, c'est la continuation de la dysmorphobie, le mot le plus compliqué vraiment horrible de la Terre, qui existe déjà dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand on se regarde dans un reflet, on peut avoir une déformation en fait de soi-même, mais le zoom, ça a vraiment amplifié le rapport à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en plus, la situation globale était compliquée. C'est-à-dire qu'on est enfermé, on ne sort pas, on ne voit pas forcément ses collègues. Et donc, il y avait l'obligation de mettre cette caméra, en tout cas au début. Plus ça avançait et moins les gens se connectaient. C'est ça. Et donc, cette obligation en fait, de se voir et de voir le reflet de soi-même, surtout dans un cadre professionnel, lors d'une réunion où il faut quand même être présentable. Et donc, pour les femmes, c'est souvent alors, soit se maquiller, soit se coiffer un peu, ou soit s'habiller. Donc, il y avait vraiment cette obligation, cette injonction à être présentable. Et le fait de se voir constamment, ça crée en fait une forme de malaise parce qu'on n'a pas envie de se regarder peut-être à 8h30 du matin, peut-être quand on est fatigué. Et il y a un autre terme que je trouve intéressant, c'est le zoom fatigue. C'est justement cette fatigue qu'il y a de devoir rester connecté sur une longue période et justement d'insister sur le reflet de soi-même. Et ça a vraiment transformé plein de choses parce qu'il y avait même des articles qui proposaient de modifier la perception qu'auront les autres en mettant un filtre justement à travers Zoom ou en mettant un plan derrière qui pourrait améliorer la luminosité. Donc en fait, même ça forçait en fait les gens à devoir se présenter d'une manière impeccable dans un cadre censé être plutôt, en tout cas, pas forcément confortable, mais en tout cas, dans le cadre professionnel, on n'est pas censé être aussi apprêté. Oui, ce que j'allais dire, au final, ce qu'on voit dans Zoom, c'est pas la réalité non plus, dans le sens où selon
ton type de webcam, selon si tu as une maison bien rangée ou pas, si d'ailleurs tu as l'espace pour faire tes zooms tranquillement et pas avec ta famille derrière, si tu as les bons éclairages, ton visage n'aura juste pas la même apparence, quoi. Donc, il n'y a pas que les filtres, quoi. Non, il n'y a pas que les filtres. Et ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas limité seulement à une plainte comportementale ou psychologique. Je n'amoindris pas la plainte psychologique, je suis psychologue, donc voilà. Mais ça s'est aussi manifesté au niveau des demandes chez les chirurgiens esthétiques et qui ont constaté une différence en fait dans la plainte de leurs clients qui autrefois allaient venir avec une photo d'une star, en tout cas quelqu'un, une personne à laquelle on aurait envie de ressembler. Et cette fois-ci, la plainte, elle venait de complexes qui étaient nés à force d'observer son reflet, et un reflet qui, comme vous le dites très bien toutes les deux, n'est pas forcément représentatif de ce à quoi on ressemble, parce que c'est pas, en fait, c'est pas un miroir, cette forme-là digitale de soi. Et je ne sais pas si tu savais au sujet des filtres à oreille d'elfe. Ouais. J'ai vu que ça avait été super populaire en Chine en 2021 et que de la même manière, en fait, ça avait donné lieu à une demande de chirurgie esthétique pour se faire, donc en Chine, cette forme d'oreille d'elfe, donc pas uniquement pour les fans d'Heroic Fantasy, mais c'est parce qu'en fait, le fait d'allonger comme ça ses oreilles, ça allonge également le visage et donc ça rapproche du canon occidental. Et ce que je trouve moi fascinant là-dedans, c'est que ça révèle la porosité entre le réel et l'image de soi qui est créée de manière synthétique. Et ça, on a des études en sciences cognitives qui commencent à s'intéresser à ce phénomène-là. Et ça a même un nom, ça s'appelle l'effet Proté. Si jamais plus tard, en discussion, vous voulez que je revienne là-dessus, je pourrais éclairer un petit peu cet effet-là. Alors, tu parlais des stars il y a 2 minutes et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus 30 secondes parce que là, on parle des filtres, du rapport à nous. Mais en fait, on vit dans un monde d'images retouchées depuis très longtemps. On n'a pas attendu les filtres pour retoucher les images. Les images des magazines féminins, spoiler, voilà, sont largement, je vais dire, photoshopées. Oui, je vois des gens qui ouvrent des grands yeux. Waouh. Ah oui, non, mais on enfonce des portes ouvertes ce soir. Donc voilà, on a l'habitude, en fait. On sait que les images, que même la télé, c'est pas la réalité, dans le sens où on sait très bien que les stars, elles ont des armadas de gens pour entraîner leur corps. La chirurgie esthétique, on est au courant aussi, etc. Moi, je me pose la question, et ça tu l'abordes dans ton essai, Jennifer, quelle est la différence entre ces images, en gros notre perception des stars qui sont retouchées, qui sont modifiées et on a l'habitude, et notre perception de ces filtres. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux types d'images ? Oui, il y a une grosse différence déjà par rapport à l'époque, dans le sens où aujourd'hui, si vous allez en kiosque, il y a de moins en moins de magazines féminins pour des raisons économiques de médias qui ferment, donc ce n'est pas drôle d'ailleurs. On a ri nerveusement toutes les deux, mais... Voilà. Des formations professionnelles. À l'époque, en fait, dans les années 2000, il y avait vraiment cet acte, pour les personnes qui ont grandi soit fin 90, soit années 2000, il y avait vraiment l'acte d'aller chercher son magazine à une période de la semaine, c'était hebdomadaire. On avait ses petits francs ou ses euros plus tard pour chercher Jeune et Jolie, Girls, tous ces magazines. Et donc, il y avait vraiment l'acte d'aller chercher quelque chose pour une envie très précise. Et donc, quand on ouvre ce magazine, on voit des images sur papier glacé avec donc des célébrités, mais il y avait vraiment une distance en fait qui se créait parce que on savait en fait que c'était nos personnalités préférées qu'on regardait sur un magazine. Alors même si elles sont retouchées, ça restait de l'ordre de la célébrité. Il y avait quelque chose de presque naturel de penser qu'une star en fait doit être retouchée parce que c'est son métier et donc il faut que son apparence soit la plus perfectible possible. Aujourd'hui, le problème, c'est que quand on allume son téléphone portable et qu'on va sur un réseau social, n'importe lequel, mais notamment Instagram et TikTok, on ne choisit pas. C'est-à-dire que ça vient en fait à nous. Il y a même une proposition sur TikTok qui est pour toi. Et donc, c'est souvent des thèmes, des sujets qui, apparemment, l'algorithme estime intéressants pour nous. Et donc, il y a vraiment l'idée de nous
assommés de contenu en fait qu'on n'a pas choisi. Et donc quand on voit cette personne qui est potentiellement super belle, qui correspond à tous les canons de beauté, on se dit mais attendez, du coup j'ai envie de ressembler à cette personne, puisque cette personne, ça peut vraiment être une amie, une cousine, une sœur, une personne en fait qui est vraiment dans notre entourage plus ou moins lointain. Donc elle peut être à Paris, elle peut être à Londres, elle peut être à New York, mais c'est une personne de la vraie vie, c'est plus une star. Et donc le fait aussi de pas toujours déclarer que c'est un filtre, parce que souvent c'est ça le problème, les personnes vont faire une vidéo, vont se prendre en photo, vont prendre un selfie, mais ne vont pas dire qu'il y a un filtre par-dessus. Donc on va se dire, mais comment elle fait pour avoir cette peau incroyable ? Comment elle fait pour avoir, je sais pas, les cheveux soyeux, etc. Et donc on va tout faire pour lui ressembler, sauf que c'est impossible, parce que c'est un filtre digital. Cette idée de proximité qu'on a de plus en plus avec ces technologies, c'est quelque chose que tu abordes, toi, Nadia, dans ton travail. Et notamment, tu as mené une étude sur la perception du grand public de ce que tu appelles des deepfakes vocaux. Tu t'es même fait passer pour une entrepreneuse de start-up à cet effet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette étude ? Oui. Alors, en fait, c'est parti d'un constat, le fait qu'il y ait une couverture médiatique assez importante des deepfakes. Sauf que cette couverture, elle est assez clivante, souvent. Donc, on a soit les techno-optimistes qui se prennent pas la tête avec les risques éventuels de ces technologies-là, ou alors les personnes qui craignent de manière démesurée le grand remplacement par la technologie. On met des gros guillemets. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je me suis posé comme question, c'est dans cet espace-là, un peu caricatural, où se trouvent nos envies à nous, utilisateurs de technologies, de filtres tous les jours. Donc moi, je me suis concentrée sur un type de filtre particulier. Donc c'est un filtre qui permettrait de transformer ou de modifier, de créer des émotions dans la voix, vu que c'est l'objet de mon travail. Et en fait, on a créé avec mes directeurs de thèse, je n'étais pas toute seule, une étude d'éthique expérimentale. Et concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait passer pour une jeune start-up qui avait créé un dispositif de transformation de voix, donc de filtre vocal, et qui venait interroger la population pour connaître leur avis et pour orienter le déploiement futur en fait, de leurs produits sur le type de transformation désirable, le genre de situation dans lesquelles on pourrait avoir envie de les utiliser. Donc, on a mené cette étude sur 300 participants qui sont majoritairement des jeunes Français. On leur a demandé d'évaluer de 1 à 9 l'acceptabilité morale de différentes situations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des petites scénettes, des scénarios d'utilisation de ces filtres vocaux qui sont plausibles, qui seraient des usages quotidiens. Et on a fait évaluer ces scénarios-là. Donc pour vous expliquer un peu mieux peut-être ce qu'on a fait, je vous propose d'essayer de faire une version simplifiée de ce qu'on a fait avec ces participants-là et de prendre 2 minutes pour évaluer une situation de transformation de voix qui ne va pas vous demander beaucoup d'imagination parce qu'en fait, le contexte, c'est celui de ce soir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour vous prêter à cet exercice-là ? Ok. Ils disent oui. Ils et elles disent oui. Super. Donc, l'idée, en fait, c'est que, comme vous voyez depuis tout à l'heure, on utilise un micro, même si ça n'amplifie pas ma voix. Ça a quand même un impact sur ma voix, parce que comme je n'ai pas vraiment l'habitude de parler comme ça, dans un cadre non universitaire, j'étais un peu stressée et j'ai demandé à Lucie si en fait on pouvait utiliser nos micros de l'IRCAM en fait, qui permettent de gommer la nervosité dans ma voix. Donc j'ai l'air d'avoir vraiment confiance et d'être très à l'aise ce soir, mais en fait c'est surtout grâce aux filtres qui gomment les trémolos, les vibratos, enfin ces petits tremblements dans ma voix.
Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que maintenant que je vous informe du fait que depuis tout à l'heure, j'ai ce filtre-là dans mon micro, j'aimerais savoir si vous jugez que moralement, c'est acceptable que j'ai fait l'usage de ce filtre-là. On va peut-être faire ça à main levée. En faisant ça à main levée, évidemment, oui. Donc, est-ce que donc les personnes qui jugent moralement acceptable cette situation que je viens de présenter, est-ce qu'elles peuvent lever la main? Donc, je décris pour les gens qui vont écouter le podcast par la suite, je dirais qu'on est les 3/4 de la salle, ça les dérange pas? Est-ce qu'on dirait ça? Est-ce que les gens qui sont gênés peuvent lever la main? Ce sera plus simple, je pense. Oui, vous êtes plutôt en minorité. Donc, les gens qui sont gênés sont plutôt en minorité. Ok. Je vais vous poser la même question sur une situation légèrement différente. Donc, imaginez maintenant qu'en fait, sur le descriptif du programme, on vous ait prévenu en avance que vous ayez pu lire pour votre confort et celui des intervenants. Donc, ceux-ci pourront avoir recours à un micro qui gomme la nervosité dans leur voix. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Donc là, est-ce que vous pouvez de la même manière lever la main si vous considérez que cette utilisation de technologie de transformation de voix est acceptable? Et du coup, qui est encore gêné par cette utilisation si on est prévenu en avance? Plus personne. Ah si, il reste pardon, excuse. Je dis au micro pour que ça soit capté par le podcast, une personne du public fait le commentaire qui est assez juste de se dire elle est dubitative par cette promesse et elle se demande si c'est pas un bobard au final. J'étais en train de regarder si on avait le même micro. C'est un complot. C'est une expérience de pensée. De la même manière qu'avec mes participants, j'expliquais qu'on était des dirigeants de start-up, ce qui est très loin de la réalité. Là, de la même manière, on n'a pas du tout mis ce genre de transformation dans le micro parce que aussi c'est très compliqué d'avoir ce genre de transformation en temps réel techniquement pour l'instant. Ça existe, mais ce serait pas comme ça, sans ordinateur. Oui, l'enjeu, c'est l'information, en fait. C'est ça, mais pas tant que ça. Parce que là, la première situation que je vous ai présentée, je vous avais pas prévenu, je vous préviens après. Donc, c'était une utilisation qui était dissimulée pendant tout un moment et c'était pas problématique, ni pour vous, ni pour les participants. Est-ce que dans ton étude, il y avait un cas qui se serait distingué? Parce que tu m'avais expliqué que la plupart des cas étaient effectivement il y avait une grande acceptabilité de la part des participants et des participantes. Est-ce qu'il y a un cas qui, au contraire, se serait distingué où les gens n'étaient vraiment pas d'accord? Oui, c'est le cas où en fait la transformation est opérée de manière automatique sans demander. Par exemple, si sur Zoom, on appliquait un filtre de manière automatique pour tout le monde sans qu'on vous le dise, là, c'est problématique. Ça arrive souvent d'ailleurs en photo. Il y a plusieurs stars. Alors ça dépend des périodes encore une fois, mais plus récemment, je crois que c'était Lena Dunham qui s'était mis en colère contre un magazine, qui l'avait retouché sans la prévenir. Et donc c'est quand elle a vu en fait la couverture qu'elle s'est rendue compte de la retouche. Et ça arrive constamment parce que même... Alors j'ai déjà été lissée par France Culture, désolée, je balance, mais j'ai vu le résultat en fait de la vidéo. Oui, de la vidéo, et je suis persuadée d'avoir été lissée. Alors je pense que c'est un lissage peut-être globalisé pour justement mettre en ligne les vidéos. Mais je l'ai remarqué tout de suite parce que je savais en fait que je ressemblais. Ton grain de peau, voilà. Il y avait quelque chose de très formaté en fait. Et ça arrive très régulièrement. Et je pense que juste pour répondre à cette transformation de voix, moi ce qui me dérangerait et ce qui me dérange par ailleurs, c'est l'inégalité en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir accès à cette modification, on renforce en fait les inégalités sociales parce que à travers notre manière de parler, de s'exprimer, notre éloquence, les silences, les accents, etc. En fait, on arrive à percevoir qui fait quoi et dans quel cadre social cette personne se situe. Et donc le fait d'entendre une modification où il n'y aurait ni hésitation, ni trémolo dans la voix, etc., on partirait du principe que oui, tu es chercheuse parce que forcément, tu t'exprimes sans doute mieux qu'une personne lambda qui serait au même point. Tu m'apportes une transition, mais sur un plateau d'argent, qui est que, voilà, donc là, on a parlé, c'est les modifications numériques, mais en fait,
comme souvent quand on étudie les phénomènes numériques, ils sont complètement ancrés dans le monde physique et dans ses normes. C'est-à-dire que si vous mettez un filtre à selfie, par exemple, la manière dont vous allez être modifié va complètement correspondre en fait aux normes de beauté. Le petit nez, les grands yeux, le teint mat, voilà, il y a tout un ensemble de caractéristiques qui ne sortent pas de nulle part. Il y a une notion dont on n'a pas encore parlé qui je pense peut être importante dans notre débat, c'est celui de l'Instagram Face, qui je trouve est une bonne illustration de ces allers-retours entre la vie physique et la vie numérique. Jennifer, est-ce que tu veux nous en dire peut-être un petit peu plus ? Oui, l'Instagram Face a été forgé, le terme existait déjà, mais il a été vraiment forgé en long et en large par une journaliste américaine qui s'appelle Gia Tolentino, qui donc en 2019 a fait un long papier pour expliquer les dérives justement de cette Instagram Face et de comment les chirurgiens transformaient des visages, des corps aussi, pour qu'ils soient plus instagrammables. Et donc comment Instagram aussi favorise un changement, une modification corporelle. Et donc, il y a vraiment un ping-pong qui s'opère entre les deux, parce que c'est comment on doit paraître sur les réseaux sociaux, mais c'est cette injonction à devoir paraître toujours au meilleur de soi qui pousse les personnes aussi à se transformer dans la vraie vie. Et donc, ce visage en fait numérisé, digitalisé, fait qu'on se sent toujours complexé, on se sent toujours en insécurité par rapport à des personnes qui justement ont réussi à avoir ce visage soit par des chirurgies esthétiques, soit par un maquillage à la pointe des tendances. Et donc, on voit bien en fait qu'aujourd'hui, la plupart des célébrités très présentes en ligne, et notamment les influenceurs, ont réussi et même imposé cette manière en fait de devoir absolument paraître. Sinon, on est considéré comme ne faisant pas partie de la norme. Donc, la norme, elle s'est presque inversée pour devenir une norme précise sur les réseaux sociaux. Ouais, et tu utilises l'exemple de Kim Kardashian, donc qui est un peu la star qu'on cite quand on parle de l'Instagram Face. Kim Kardashian qui a, je l'ai noté parce que j'ai trouvé ça assez dingue, qui a une routine beauté qui coûte 820 €. Alors je sais pas si c'est par mois, par semaine, rien que par mois, c'est beaucoup, je trouve. Alors sa routine beauté coûte bien plus cher, mais ça c'est la routine beauté de la marque qu'elle a lancée. Donc si on doit suivre chaque étape de cette routine, c'est 820 €. En euros, en dollars, c'est un peu plus, il me semble. Ou moins, je connais pas les taux en ce moment. Ça doit être pareil. Et en fait, ce qui est intéressant et que moi je trouve particulièrement intéressant et même plutôt positif, c'est que le fait d'annoncer qu'elle fait autant de choses, qu'il y a autant d'étapes pour potentiellement essayer de lui ressembler, c'est une bonne chose parce qu'il faut dire en fait le travail que ça demande, il faut dire que ce n'est pas naturel, il faut expliquer qu'elle a une armada de personnes qui s'occupent d'elle, qu'elle mange d'une certaine manière, qu'elle va se faire des opérations par mois, qu'elle utilise ce type de produit et que d'une certaine manière le fait de l'annoncer et de le dire en fait au public qui potentiellement voudra lui ressembler, c'est aussi une manière de dire non, les filtres n'existent pas en fait. Les filtres ne sont pas la réalité parce que pour parvenir à ces filtres, il va falloir faire beaucoup de choses. Nadia, pour revenir sur la voix, moi j'arrête pas de me demander en fait si tout ce dont on est en train de parler là sur le visage, ça pourrait s'appliquer aussi pour notre voix dans plusieurs années. Mettons que, alors il y a déjà des filtres vocaux sur TikTok par exemple, mais qui sont plus de l'ordre de l'amusant. Typiquement des filtres qui vont accélérer la voix, qui vont un peu la voix de chipmunk, etc. Moi je me demande à l'avenir, est-ce que on peut imaginer Insta lance une option qui maquille sa voix et que du coup ça puisse créer un phénomène où tout le monde va chez l'orthophoniste, mais de manière cosmétique, entre guillemets. Moi, j'ai fait de l'orthophoniste quand j'étais petite, c'était vraiment pas marrant et c'était vraiment pas pour être jolie. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver par la suite au vu de tes travaux ? Oui, en plus, je l'ai lu en fait dans un rapport de la Société japonaise pour la promotion de la science.
donc, qui citait Monsieur Yoshua, je crois Yoshua, pardon, qui est le PDG d'une compagnie de Vocaloid. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Vocaloid, c'est ces stars hologrammes de la chanson, qui disait vraiment, qui citait qu'il croyait en une société au sein de laquelle les gens allaient maquiller leur voix de la même manière qu'on maquille notre visage. Et ça me paraît tout à fait probable. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir, mais étant donné déjà les résultats de mon étude et de notre micro-étude de ce soir, il ne semble pas y avoir de grande résistance à utiliser des filtres. Donc, pourquoi pas utiliser un filtre pour rendre sa voix plus douce, plus convaincante? Parce qu'en fait, on le sait, grâce à des études notamment en neurosciences, on sait qu'il y a un profil de voix qui est associé à la domination, la confiance en soi. Donc, si un jour où je me sens un peu, je sais pas, un peu down, mais que j'ai un entretien d'embauche qui se fait sur Zoom, ben, si je mets le filtre confiance en moi, ça m'assure d'avoir un peu plus de chances d'être sélectionnée. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de se poser la question du pourquoi. De savoir si ça va devenir ou pas, c'est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui pourrait nous donner envie de maquiller notre voix. Et ça, on peut étudier cette question avec plein d'outils, et notamment des outils de l'éthique qui permettent d'observer ces phénomènes-là. Et moi, depuis tout à l'heure, on parle des filtres, de pourquoi on les utiliserait, de glissement de la norme. Et ça me fait vraiment penser à tous les débats autour des technologies d'augmentation. Donc on appelle d'augmentation peut-être à tort, mais en tout cas, il y a toujours ce départ qui est souvent une technique qui permet de restaurer, qui est restaurative. Donc on utilise plutôt pour retrouver des capacités perdues chez les individus qui sont malades ou qui n'ont jamais été présentes d'ailleurs. Et ce qui peut être le cas de ces technologies de transformation de voix. On a des patients qui ne sont pas capables, qui ont des maladies neurologiques, qui ne peuvent pas transmettre des émotions dans leur voix. Donc chez eux, ça paraît tout à fait justifiable d'avoir envie en fait, d'utiliser ce genre de dispositif, et encore que. Mais bon, c'est plus évident en tout cas. Mais chez une personne qui n'a pas ce genre de difficulté, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de maquiller notre voix ? Et ça, je pense qu'il faut l'observer dans le contexte culturel dans lequel on vit et avoir en tête qu'il y a quand même une forme de coercition plus ou moins explicite de la société à présenter une image de soi qui soit parfaitement lisse et à présenter une image de soi avec de soi présentant des émotions plutôt positives, je mets des guillemets pour positives, donc plutôt joyeuse, être souriante en réunion et pas faire la gueule. Donc, non, mais tout ça, c'est des injonctions. Donc, et je dis pas moi, à aucun moment, je dis il faut les suivre ou pas les suivre. Mais ce qui est important, il me semble, c'est d'avoir conscience, en fait, que quand je fais le choix de maquiller mon visage ou ma voix artificiellement, le jeu désirant, c'est peut-être, en fait, lié à une injonction sociale et peut-être que je suis OK d'aller dans le sens de cette injonction dans certains contextes et pas dans d'autres. Donc l'idée vraiment de ce travail éthique, c'est surtout de questionner ses comportements et de se poser de bonnes questions, enfin, s'il y a de bonnes questions. J'ai un exemple assez concret qui rejoint ce que tu viens de dire. Et on en a parlé toutes les trois. C'est marrant, séparément, vous avez abordé le sujet, donc c'est bien, c'est qu'il devait être intéressant. Il y a quelques années, le Guardian avait fait un article sur une start-up américaine qui s'appelle Sanas. Et Sanas propose un logiciel de correction. Alors, je ne sais pas si le terme correction est utilisé, c'est comme ça que je le dis, mais bon, c'est peut-être pas les termes utilisés, à destination des call centers. Et en gros, le concept de cette start-up, c'est un vrai truc, hein, c'est pas Black Mirror, c'est pas de la fiction, c'est un vrai truc. La promesse de la start-up, c'est d'effacer, je mets des gros accents, des gros guillemets, d'effacer les accents. Sous-entendu, typiquement en call center, voilà, hein, pas être naïf là-dessus, beaucoup de call centers sont installés dans des pays en voie de développement où les personnes ne parlent pas forcément comme première langue la langue des personnes qu'ils vont aider. Et typiquement là, Sanas, donc c'était aux États-Unis et l'enjeu c'était que des call centers, par exemple au Pakistan ou en Inde, leurs employés n'aient plus d'accent, leur accent naturel, l'accent indien, l'accent pakistanais.
Et moi, j'avais trouvé cet exemple intéressant parce que il y avait une manière de le voir qui était positive dans le sens, en fait, malheureusement, les personnes dans les call centers subissent beaucoup d'agressions. Et notamment d'agressions racistes, en fait, hein, c'est-à-dire une personne qui va appeler un SAV va entendre un accent qui n'est pas un accent comme le sien, qui va tout de suite se dire, qui va se sentir autorisé à être agressif envers la personne. Donc, on peut se dire potentiellement positif, puisque ça les protège, entre guillemets, de cette agression. Mais d'un autre côté, pas en train de mettre une rustine sur un bateau qui prend la flotte, quoi, en un sens. Mais le problème, c'est que ça arrive déjà. C'est-à-dire que même sans obligation de filtre qui modifierait la voix, il y a ce qu'on appelle la white voice et qui est très utilisée aux États-Unis, mais en réalité, même en France. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas blanc ou qu'on n'est pas issu d'une classe bourgeoise, on nous oblige presque à jouer des codes sociaux, à changer en fait de code en modifiant sa voix. Et donc cette white voice qu'on emploie, c'est pour dire on se force en fait, on se met un filtre en fait naturel pour effacer tout signaux qui pourrait dire qu'on vient de tel pays, qu'on est arrivé à tel âge en France, que on vient de banlieue, que on vient de la campagne, etc. Et ça, c'est quelque chose de très récurrent en fait, et que donc ce call center, je comprends à la fois l'idée d'uniformiser une forme de professionnalisation des appels, donc ça fait que forcément les employés ne seront pas discriminés en fonction de leur voix, et en même temps c'est ce que la société appelle à faire tout le temps et dans n'importe quel pays, c'est-à-dire uniformiser les gens pour qu'ils deviennent presque une version neutre, où on ne pourrait pas savoir la couleur de peau, l'origine sociale, etc., etc. Oui, c'est la fameuse neutralité qui ne l'est pas, en fait. C'est le neutre masculin, c'est le neutre blanc, c'est le neutre validiste, c'est le neutre mince. En fait, on dit que c'est neutre, mais les personnes qui correspondent déjà à ces normes ont gagné, quoi. Quand on parle de cette idée justement de neutralité, je pense qu'il faut qu'on se rappelle qu'on est, nous, dans cette discussion, on est en France, on est dans un pays occidental, un pays développé, etc. Et qu'en fait, la perception des technologies en général et de ces technologies en particulier ne seront pas forcément les mêmes en fonction des différences culturelles. Si je mentionne ce sujet, c'est parce que toi, Nadia, je suis très jalouse parce que tu as passé 2 mois au Japon. Et où justement, tu vas nous raconter, mais où tu as essayé de reproduire cette fameuse étude, cette expérience d'éthique expérimentale au Japon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc j'ai été au Japon effectivement l'automne 2022, on est en 2023. Alors, j'étais censée reproduire cette fameuse étude, mais ce que je voulais pas, c'était calquer et juste traduire les petites scénettes et scénarios au Japon, parce qu'en fait, ça se trouve, ils n'allaient pas du tout être pertinents, ça se trouve, ils allaient en fait leur décrire des scènes qui sont déjà des scènes quotidiennes. Et donc, j'ai essayé d'abord de connaître un peu mieux le rapport sur place à ces technologies. Donc, j'ai commencé par lire des ouvrages de philosophie de la technique écrits par des Japonais, parce que c'est pareil, en fait. Moi, mon rapport académique à ça, il passe par le prisme de ma condition d'occidentale. Et je me souviens avoir lu un truc super intéressant d'un philosophe japonais qui parlait du langage. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'était qu'au Japon, ils ont un mot pour dire être humain, donc qui se dit ningen ou ningen. Peut-être que je me trompe dans la prononciation. Et ce même mot, en fait, il renvoie à la fois donc à un être humain et à son environnement. Donc moi, j'allais là-bas avec mon imaginaire d'occidental en me disant oui, je choisis le Japon parce que mon idée du Japon, c'est que c'est une société qui vit parfaitement en symbiose avec ses robots, les nouvelles technologies. Et donc j'avais un peu peur d'avoir des stéréotypes. Mais déjà, dans le vocabulaire, dans le langage qui charrie beaucoup de connaissances et d'informations, on n'a déjà pas ce dualisme entre
moi, être humain, et mon environnement, ma technique, que nous, on a énormément en Occident. Et donc, ensuite, j'ai mené des entretiens avec des chercheurs et des artistes, et notamment des chercheurs qui créent des soies synthétiques, soit via des filtres ou alors des robots. Et c'est vrai qu'ils vont parler de cette synergie homme-machine de manière beaucoup moins angoissée que nous, en France, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément énormément plus d'utilisation de technologie. C'est le cas, mais moi, ce que je trouvais qui était vraiment différent, c'était leur rapport, en fait. Le rapport qui est entretenu avec ces techniques. C'est super intéressant parce qu'effectivement, quand on parle des filtres à selfie, alors là, on a dit que ça s'est popularisé il y a ces 5-10 dernières années. En fait, quand on regarde au Japon, en Corée du Sud, en Chine, ces technos, elles existent depuis très longtemps. Et il y a un exemple tout simple, c'est déjà aller au Japon ou dans ces pays-là, il y a un truc qu'on appelle les purikura, qui sont ce qui est une activité très populaire chez les lycéennes, d'aller se prendre en photo. C'est des grandes cabines photo. Et dans ces grandes cabines photo, si vous essayez, pour nous, occidentales, c'est assez dingo parce qu'on est forcément filtré, il n'y a pas moyen de ne pas l'être, et on est filtré d'une manière beaucoup plus intense qu'ici, quoi. Et c'est pas du tout bizarre, anormal, inquiétant, enfin c'est marrant, quoi. C'est sympa. Ah oui, c'est dans la norme, en tout cas, ces filtres visuels. Et au niveau de la voix, c'est aussi marqué là-bas, chez les femmes, en fait. On s'attend à ce qu'elles aient une voix mignonne. Donc, dans certains contextes, elles ont, comme tu disais, toi, tu as pris ta voix de podcast. Moi, Elle est mignonne ou pas? Non, mais en fait, ça se fait de manière complètement non consciente. Moi, apparemment, j'ai aussi ma voix de psy. On m'a déjà dit ça. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Peut-être elle est plus apaisée ou je ne sais pas. Mais ça se fait par apprentissage sans en avoir conscience. Mais alors là-bas, on incite les femmes à avoir une voix à pitch hauteur plus élevée. Donc une voix plus aiguë. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne suit pas un développement physiologique normal. C'est-à-dire que si vous observez en fait l'évolution de la hauteur de la voix d'une femme en Allemagne, on va se rendre compte que plus une femme prend en âge, plus elle va parler avec une voix grave. Alors qu'au Japon, c'est l'inverse. Plus elles vieillissent, plus elles vont avoir une voix aiguë et une voix en fait qui est aiguë et qui donne l'impression qu'elles sont plus jeunes. Donc cette injonction en fait sociétale à avoir l'air d'être mignonne, et le mignon là-bas c'est un peu la jeune femme docile et donc jeune, ça s'observe même dans les comportements généraux des femmes, dans la voix en tout cas. C'est l'obsession de la jeunesse éternelle dont tu parles aussi d'ailleurs dans ton livre Jennifer, au travers des selfies. Mais dans ce que tu dis, je trouve que la voix et l'apparence physique ne sont pas si éloignées que ça, parce que c'est souvent l'idée de devoir se faire petit, se faire discret, et notamment quand on est une femme, c'est presque effacer tout signe d'âge, de corpulence qui aurait bougé, de tout en fait. Il faut rester à sa place, il faut rester docile, il faut rester mignonne le plus possible. Et c'est vrai que même les femmes qui ont des voix graves, ou en tout cas à tendance grave, doivent parfois jouer des coudes dans le milieu professionnel pour paraître plus lisses en parlant comme ça, alors que c'est pas possible. Je ne peux pas parler comme ça. Et dans ce que tu disais sur la vieillesse, en fait, c'est hyper intéressant, parce que je sais pas si vous utilisez des filtres souvent, mais il y a un filtre connu sur FaceApp qui est... alors, il y a un filtre, c'est vieillesse, et l'autre, c'est vieillesse cool. Et donc, c'est intéressant de voir que les deux ne veulent pas dire la même chose, parce que le premier, ce serait une vieillesse un peu d'une personne qui serait ravagée par la vie. La sorcière. Voilà, la sorcière, et qui là, c'est assez flippant, parce que les traits sont très marqués. Très fatiguée, c'est vraiment la pire version de la vieillesse qu'on pourrait imaginer. Et l'autre, donc la vieillesse cool, ce serait l'idée d'une vieillesse qui se serait plutôt bien passée, enfin une vie agréable, plutôt riche, etc. Et là, les traits sont lissés, avec une tête plutôt joviale. Et en fait, ce que je trouve
hyper intéressant dans ces 2 filtres, et même il y a la version aussi sur TikTok, donc vidéo, c'est qu'on voit bien qu'ils ne prennent pas du tout en compte la vie. C'est-à-dire la vie qu'une personne pourra avoir et qui va modifier totalement l'âge qu'elle aura dans 10, 20 ans, 30 ans, selon l'argent qu'elle aura, selon la retraite qu'elle aura, selon l'environnement. Est-ce qu'elle a vieilli à la campagne, en ville, avec des enfants ou pas. Et en fait, ces filtres figent finalement une vie. Il n'y a pas du tout une conscience des émotions, des changements, des décès même. Et c'est assez flippant parce qu'il y a même un filtre. Donc il y a le filtre jeunesse et il y a le filtre vieillesse. Mais le filtre jeunesse, alors là, c'est le moment vraiment... Enfin, c'est très difficile et c'est même... Enfin, moi, ça m'a vraiment fait flipper. Il y a des personnes, en fait, qui prennent des photos de personnes qui sont décédées et qui mettent le filtre jeunesse sur la photo. Et donc, le visage, en fait, se réveille. Enfin, c'est vraiment... Mais, enfin, c'est un moment horrible parce que pour les personnes qui le font, il y a cette idée de... Ça me permet d'avoir une forme de lien avec cette personne, en fait, que je ne vois plus. Et d'autres, c'est une manière aussi d'imaginer ce qu'elles auraient été... Enfin, et en fait, c'est ça qui est très, très flippant avec ces filtres, c'est que l'humanité, l'être humain, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, est totalement enlevé pour devenir seulement une version idéalisée en fait, de notre physique, mais surtout d'un physique qui est impossible à atteindre. Alors ça va être très dur pour moi de rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est quand même particulièrement déprimant. Sauf que je suis une indécrottable optimiste et moi j'ai bien envie de finir cette discussion sur un petit exercice d'optimisme justement, de se dire, et oui je suis désolée, on vient de parler de personnes mortes et moi je suis... Ça va aller. Nadia, notamment, toi, c'est un concept qui t'importe beaucoup dans ton travail, c'est ce concept de futur désirable. Comment est-ce qu'on construit un futur désirable ? Parce que les technologies, on le rabâche beaucoup dans Règle 30, ça appartient à tout le monde, pas seulement aux codeurs, pas seulement aux entrepreneurs. J'utilise le masculin volontairement. Voilà, on a tous et toutes intérêt à réfléchir à ces technos, même si on ne les construit pas, pour imaginer en quoi elles pourraient nous servir davantage. Moi, j'ai envie de vous demander à toutes les deux, est-ce que voilà, vous avez... alors aussi bien les filtres selfie, voix, est-ce que vous avez des scénarios, peut-être des trucs que vous avez observés, où vous avez l'impression que, pour le coup, ces filtres sont utilisés d'une manière éthique, positive, intéressante ? Nadia, je ne sais pas si tu as un exemple en tête peut-être. Oui, mais je vais encore parler de mort. mais il faut parler, la mort fait partie de la vie, hein, c'est important d'en parler. Exactement. Non, alors pourquoi je dis ça ? C'est effectivement la question du futur désirable, elle est assez importante pour moi parce que j'ai l'impression que quand on parle, alors surtout de ces technologies, de ces nouvelles technologies, de ces filtres, on a tendance à, en plus dans ma discipline, dans les travaux d'éthique, on a souvent tendance à mettre sur le devant de la scène tous les risques associés, et c'est normal. Et quand je parlais tout à l'heure de remplacement, c'est cette crainte que les machines viennent remplacer les êtres humains, que le synthétique vienne remplacer le naturel, donc toutes ces craintes-là. Et bien, en fait, moi, j'avais envie qu'on puisse ouvrir une fenêtre sur notre inconscient collectif, parce que ces craintes-là, elles sont quand même nourries de nos mythes, de la société, là en l'occurrence judéo-chrétienne dans laquelle on vit, avec une espèce d'interdit d'être le démiurge, on ne va pas créer des machines, on ne va pas créer de... Bon, bref, donc l'idée, ce serait de laisser, grâce à l'imagination, la place à un futur qu'on pourrait espérer. En plus, franchement, je pense qu'on en a un peu besoin dans tous les aspects de notre vie. Et pour faire ça, on peut utiliser une méthode qui s'appelle le design fiction et qui, grâce à l'imagination, permet de concevoir des futurs possibles en ne se mettant pas des barrières avec ce qui est possible ou pas de manière technique. Et donc ça, on a fait ce test-là à l'IRCAM lors des portes ouvertes avec mon collègue Yann Teisto, qui lui est spécialiste des synthèses vocales et de l'alignement. Si tu m'écoutes, Yann, voilà, je connais bien ton travail.
Donc, tout ça pour dire ce qu'on a proposé donc, à un petit groupe de participants d'imaginer 2 types de futurs. Un futur désirable au sein duquel ils s'imaginaient une technologie de transformation de voix qu'ils rêveraient d'utiliser, en ne se limitant pas du tout sur ce qui est possible ou pas actuellement. Hein. Et un autre futur non désirable avec une technologie de transformation de voix que vraiment ils ne voudraient pas voir advenir dans leur société. Et en fait, quand on laisse les gens avoir carte blanche et aller très très loin dans les possibles, j'étais hyper étonnée parce qu'en fait, dans les technologies de futurs désirables, celles qui sont revenues, les scénarios, les petites histoires qui sont revenues le plus souvent, c'était des filtres qui permettraient de réentendre la voix de défunts. Et ça m'a vraiment étonnée parce que je trouve que dans les médias ou dans les conversations un peu rapides comme ça, on a tendance, je pense, de par notre morale, à se dire « Oh là là, mais toutes ces transformations de voix, là, ce voice cloning, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut reproduire la voix de Dalida, du général de Gaulle, des choses comme ça. » On se dit « Oh là là, c'est flippant, on ne va pas faire parler les morts. » Et moi, au début, je trouvais, quand on me posait cette question, on me disait « Ah, est-ce qu'il faut faire parler les morts ou pas ?» Je répondais pas parce que je trouvais que c'était une question inintéressante. Et en fait, j'ai carrément changé d'avis depuis et je la trouve très, très intéressante. Et d'autant plus quand je me suis rendu compte que lorsqu'on laisse le choix aux gens, en tout cas sur un panel de 20 personnes, hein, c'est pas représentatif de toute la population, ça a été présenté comme quelque chose de désirable. Donc, l'idée que j'aimerais bien faire, c'est de faire une énorme concertation comme ça, nationale, pour voir si ça reste. Mais ça ne m'étonnerait pas. Et si on reparle du Japon, c'est quelque chose qui existe là-bas. Ils ont un projet qui s'appelle Shaman Project. Et dans ce projet-là, en fait, c'est une artiste qui reproduit la voix d'une personne défunte et aussi son visage et qui permet pendant 41 jours, qui sont les jours de transition où le défunt est à la fois encore ici et pas encore complètement parti, de pouvoir communiquer avec lui pour faciliter en fait le travail de deuil. Donc spontanément comme ça, on peut trouver ça hyper glauque. Mais quelque part, non mais c'est pour ça. Apparemment, ça peut correspondre à un futur désirable. Voilà. Et je ne vais pas te contredire parce que je pense que tu sais mieux que moi sur ce point, notamment sur la dimension psychologique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur du long terme, qu'est-ce que ça produit. C'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là, comme pour un filtre, comme pour une modification instantanée, elles seront satisfaites parce que justement ça apparaît comme optimiste ou positif. Mais qu'est-ce qui va se passer dans un an quand l'expérience s'arrête et qu'après les 40 jours, la personne est vraiment partie. Bon, on va pas faire l'expérience tout de suite, mais ça sera le sujet du prochain débat. Mais je trouve que c'est intéressant en fait de voir vraiment sur la durée parce que pour les filtres, c'est pareil. C'est-à-dire que on voit un filtre bold. Ça, c'est le filtre du moment qui a un peu révolutionné les filtres parce que quand on met sa main, justement, on n'a pas l'impression que c'est un filtre. Un filtre TikTok. Voilà, un filtre TikTok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui le font, et même moi, je l'ai fait pour voir, sur le coup, on peut se dire ok, bon. Et on passe à autre chose. Sauf qu'après, on y pense. C'est-à-dire que le matin, on se lève et que, je sais pas, on a nos règles, on est fatigué, etc. Là, en fait, on y pense et on se dit, mais j'aimerais bien, en fait, ressembler à ce filtre tous les jours ou à des moments où je suis pas en forme. Mais bon, vu qu'on doit rester sur l'optimisme, j'ai quand même... Si tu le souhaites, hein, s'il n'y a aucun futur désirable pour toi... Je pense que le futur désirable, par rapport au filtre, en tout cas, c'est la manière de les détourner. C'est-à-dire qu'on peut en faire d'autres utilisations, d'autres récits. Et une utilisation hyper intéressante que j'ai observée sur TikTok, c'est le filtre jeunesse, où des personnes plus âgées, donc notamment des femmes plus âgées, parlent à leur soi adolescent. Et donc, c'est vraiment un moment émouvant où souvent elles pleurent. Et elle parle à donc cette adolescente en lui disant ne t'en fais pas, tout ira mieux.
dans ta vie et ne perds pas autant de temps en fait à penser à ton image, au regard des autres, à ta taille de pantalon, etc. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment beau parce que c'est une manière aussi d'utiliser ce fil qui est censé dire regardez à quoi vous ressemblez sans rides. Et elle, en fait, justement, elle dit non, j'ai envie d'utiliser ce fil pour me remémorer tout ce temps perdu. Tous ces moments en fait de désespoir où j'ai cru que c'était la fin de ma vie parce que je ne me trouvais pas assez désirable, en transmettant aussi finalement à d'autres personnes parce que ce sont souvent des vidéos virales, donc des adolescentes vont les regarder et vont se dire bon ok, il y a peut-être un espoir. Et donc je pense que cette manière de détourner les filtres à son avantage ou d'en faire quelque chose de peut-être plus politique, ça peut être une manière de voir les choses. Je trouve que c'est une belle conclusion à notre discussion. Voilà, soyez tous et toutes des hackers des technologies, d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Jennifer et Nadia, pour cette discussion. C'était, comme j'avais prévu, passionnant. Merci beaucoup. Merci.